Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères à un autre cours, toujours dans le module infectiologie. Cette fois-là, on va voir les infections à streptocoque. C'est un bacille, bien c'est un cocciat gram-positif qui est commensal de peau et de muqueuse, mais il peut causer des infections graves, comme on va voir dans ce cours. C'est le cours de Dr Bessadoun. Les liens sont toujours disponibles dans les descriptions. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochaines vidéos dans les prochains modules. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos et vos questions. Et on commence notre cours aujourd'hui. Donc les objectifs, vous devez démontrer les différentes localisations des infections à streptocoque. Deuxièmement, préciser les divers tableaux cliniques, citer les complications. Donc l'infection à streptocoque n'est pas exclue de complications. Les complications sont fréquentes, comme on va voir, et ils sont gravissimes. Par exemple, c'est le choc endotoxinique streptococcique. Et décrire les tests diagnostiques et bien sûr établir une conduite thérapeutique qui est adéquate. Notre plan de cours contient une introduction. En deuxième plan, c'est l'épidémiologie de l'agent pathogène. Et troisièmement, le plus important, c'est le tableau clinique, plus le diagnostic et les traitements de ces quatre affections. Donc, on a de la streptococcie muqueuse qui touche la muqueuse. C'est l'angine streptococcique. Vous devez décrire les caractéristiques spécifiques d'une angine streptococcique. On a les streptococcies cutanéo-muqueuses. C'est la fameuse scarlatine. Vous devez décrire la scarlatine, faire le diagnostic différentiel entre elle et d'autres affections. Par exemple, c'est l'affection staphylococcique ou bien la staphylococcie maligne. Vous ne devez pas mélanger entre les deux infections. Troisièmement, la streptococcie cutanée, c'est facile, c'est l'impétigo et l'intertrigo. Et en dernier lieu, c'est la complication, c'est le choc toxique streptococcique. Et en dernier plan, une conclusion. Donc, ces quatre infections-là, vous voyez, le streptocoque, il est responsable des infections muqueuses, cutanéo-muqueuses, et plus le choc toxinique streptococcique. Donc, l'introduction. Les streptocoques, bien les streptococcies, c'est une infection qui est variée due à du germe streptocoque ou bien streptococcus. Je vous invite à voir la vidéo concernant les streptocoques. Elle est disponible dans la playlist de bactériologie avec les autres playlists dans la chaîne. Donc, les streptocoques, c'est un ensemble de micro-organismes comprenant de nombreuses espèces. En raison de leur nombre, on décrit, il existe, comme je vous ai dit, des espèces commensales et des espèces directement pathogènes. La différence entre commensal et pathogène, c'est que le pathogène, il est directement infectieux. Mais l'espèce commensale, elle vit en état de commensalisme, comme leur nom indique, avec l'organisme, mais peut se différencier, ou bien dans des cas d'immunodépression, donner des infections et ils vont devenir des germes opportunistes. Les espèces commensales appartiennent à la flore normale des muqueuses. Ce sont les streptocoques oraux, les commensaux de l'oropharynx, les streptocoques du groupe D, qui sont commensaux de l'intestin. Donc les espèces commensaux du streptocoque sont des espèces commensaux de l'oropharynx et bien sûr le streptocoque du groupe D, c'est qui est commensal de l'intestin. Maintenant, aux espèces pathogènes, ce qui nous concerne le plus souvent, ils sont nombreux et sont les plus fréquents. Donc, on a le streptocoque pyogène et le streptocoque agalaxie et le streptocoque pneumonia ou bien le fameux pneumocoque. Donc, ça nous fait appel au cours de cocci à gram positif. Je répète, je vous invite à consulter la vidéo du bacille ou bien des cocci à gram positif qui est dans la playlist de bactériologie. Donc, le streptocoque pyogène et les streptocoques agalaxie, ce sont les deux des streptocoques bêta-hémolytiques. On n'a parlé que le bêta-hémolytique, on récapitule, veut dire qu'ils ont une hémolyse totale. Toutes ces notions-là sont
dans le cours cocci gram-positif, je répète, le pyogène appartient du groupe A et la galaxia appartient au groupe B. Et bien sûr, le fameux pneumocoque, c'est le Streptococcus pneumoniae. Donc, ces trois agents pathogènes, le streptocoque pyogène, le streptocoque agalaxia et le streptocoque pneumonia ou bien le pneumocoque. Il existe d'autres espèces qui sont moins fréquentes. Ce sont les streptocoques du groupe C et G. On avait vu que dans le cours de cocci gram-positif qui sont classés selon la classification de Mansfield, selon plusieurs groupes A, B, D, E, F et G. Donc, on a le groupe A représenté par le pyogène, le groupe B représenté par le agalaxie ou bien la galaxia et le pneumocoque. Ces trois agents pathogènes sont les plus fréquents et vous devez bien sûr les retenir. Passons maintenant au pouvoir pathogène des streptocoques. Dans certaines circonstances, comme je vous ai dit, les bactéries commensales deviennent pathogènes. Ils vont devenir, on utilise le terme opportuniste. Donc, ils vont profiter de l'occasion, ils vont devenir opportunistes et peuvent être responsables des infections streptococciques. C'est la première notion, c'est de l'opportuniste des commensals ou bien des espèces commensaux. Ils peuvent devenir pathogènes. La deuxième notion, c'est le portage sain. C'est lorsque les bactéries pathogènes sont présentes transitoirement et en faible quantité dans les muqueuses et les téguments sans provoquer d'infection. Donc, c'est le portage sain, toujours les porteurs sains. C'est eux qui vont disséminer la maladie ou bien la pathologie. Et on distingue dans le pouvoir pathogène deux types. On distingue les infections qui sont liées à la multiplication bactérienne et on a les infections post-streptococciques. Donc, le streptocoque donne des infections liées à son multiplication et aussi il donne des infections post-streptococciques comme on va voir dans la physiopathologie. Donc, les infections liées à la multiplication bactérienne, c'est bien sûr la streptococcie cutanéo-muqueuse et la streptococcimie. Donc, la streptococcie cutanéo-muqueuse, ce sont des infections localisées très fréquentes qui sont souvent bénignes, parfois redoutables par des complications, comme on a dit, la streptococcie tend à se compliquer. La streptococcimie veut dire l'existence du streptodon de sang. C'est une infection grave généralisée. Heureusement, elle est rare actuellement. Donc, ces deux affections-là, cutanéo-muqueuse et streptococcimique, ils sont liés à la multiplication de la bactérie ou bien de notre agent pathogène. Mais les infections post-streptococciques, comme c'est indiqué dans ce deuxième titre-là, ils ont dû par un mécanisme immunopathologique suite à une infection streptococcique antérieure. Donc, la réaction immunitaire contre le streptocoque peut causer des infections post-streptococciques ou bien des séquelles, comme on va voir. Maintenant, l'épidémiologie de l'agent pathogène. Ce sont des bactéries sous forme de cocci à gram positif, bien sûr, disposées en chaînette. Ça nous fait rappel au cours de troisième année de cocci gram positif. Il existe plusieurs sérogroupes, comme je vous ai dit, ils sont classés selon la classification de Lansfield, mais les plus fréquents sont les streptococcus bêta-hémolytiques. Bêta-hémolytique veut dire qu'ils sont à hémolyse totale et alpha veut dire hémolyse partielle. Mais le plus fréquent, c'est le pyogène, qui est un streptocoque bêta-hémolytique qui appartient du groupe A de Lansfield. C'est le plus fréquemment répandu. Ces streptococcus du groupe A sécrètent des toxines et des enzymes qui interviennent dans leur pouvoir pathogène. Donc, chaque fois qu'il existe un pouvoir de sécrétion des toxines, ces toxines-là vont donner bien sûr des manifestations généralisées et bien sûr des complications. Et parmi la virulence des bactéries, c'est la sécrétion des toxines. Le réservoir, bien sûr, c'est l'homme. C'est le réservoir naturel. Ils sont des
comme on se dit, muqueuse et des nasopharynx. Donc, le portage, il est surtout dans le nasopharynx. Donc, au contraire de Staphylo, qui est son portage, son portage est dans les narines, les aisselles et la haine. Là, le strepto, notez ça bien, leur portage, il est surtout nasopharyngé. Et moins souvent cutané ou entérique. Mais le portage le plus probable, c'est nasopharyngé. Au contraire du staphylo, où le portage, il est dans les narines, dans les aisselles et dans la région de la haine. La transmission, c'est par voie directe, ça veut dire aérienne, et il est favorisé par le contact étroit et cutané. Donc, la transmission, c'est par voie directe aérienne qui est favorisée par le contact direct. C'était l'épidémiologie des streptocoques. C'est des rappels concernant ces coccyagrammes positifs. Commençons maintenant par la pathologie, l'important de ce titre. Donc, commençons par le premier titre, ce sont les streptococcus muqueuses. On commence avec les affections qui touchent seulement les muqueuses. C'est bien sûr l'angine streptococcique. Là, c'est un diagnostic différentiel avec la diphtérie. Vous voyez là, ça peut vous perturber. Vous pensez que c'est la diphtérie. Donc, vous devez reconnaître les critères cliniques, la description de l'angine streptococcique afin de poser ce diagnostic ou bien différencier cette infection par rapport à la diphtérie, par rapport aussi des infections à candidose. Donc, vous devez retenir les manifestations et la clinique du l'angine streptococcique qu'on va détailler maintenant. Donc, l'angine streptococcique, c'est la plus fréquente des infections streptococciques. L'infection la plus fréquente, c'est la strepto ou bien l'angine streptococcique. Elle touche surtout les enfants à l'âge scolaire et l'adulte jeune. La contamination, elle est directe toujours par des sujets porteurs de germes, dont, bien sûr, c'est le rhinopharynx. Le germe, c'est un streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, le plus souvent qui est en cause. Il va survenir en fin d'hiver et le début du printemps. Ces deux-là sont les moments propices ou bien les moments où on va trouver cette pathologie fréquemment. Donc, l'angine streptococcique, c'est la manifestation clinique la plus fréquente par l'infection à streptocoque. Et sa clinique, ça, elle a un début brutal, 24 à 72 heures après la contamination. Une fièvre élevée 39 à 40 degrés, des frissons, un malaise général, un maux de tête, dysphagie bien sûr, à cause de ces angines, les vomissements et des douleurs abdominales. Maintenant, comment distinguer cette angine contrairement à l'angine diphtérique? C'est ces critères-là. L'examen de gorge, il va nous montrer une angine, cette fois-là, elle est érythémateuse. Regardez bien ce titre-là, elle est érythémateuse. Donc, les amygdales vont être tuméfiées et rouges. Donc, érythémateuse veut dire rouge et tuméfié. Par contre, au diphtérie, on va avoir un enduit blanchâtre. C'est l'enduit de Breton. Je vous invite à consulter la vidéo concernant la diphtérie ou bien le cours de diphtérie. On a détaillé l'angine diphtérique. Ou bien peut-être érythématopultacée. Donc là, c'est plus grave. Les amygdales vont être hypertrophiques, recouvertes d'un enduit blanchâtre. Mais regardez là, cette fois-là, il est facile à décoller. On a dit dans le cours de la diphtérie les 4 caractères de l'enduit ou bien de l'angine diphtérique. C'est qu'elle est adhérente, cohérente, difficile à arracher, difficile à dissocier et elle est reproductible et extensive. Tous ces critères-là sont pas présents dans l'angine érythématopultacée. Là, l'enduit blanchâtre, c'est pas de l'enduit de Bretonneau car il est facile à décoller. Donc, ce qui est le caractère différentiel
entre l'angine streptococcique et la diphtérie, c'est que le critère de l'arrachement facile de ces enduits. Maintenant, la langue, elle est recouverte d'enduits blanchâtres. Bien sûr, on peut avoir des adénopathies cervicales et sous-angulo-maxillaires qui témoignent d'une infection pharyngienne. L'évolution, sans traitement, sous traitement plutôt, c'est la guérison qui est obtenue en quelques jours. Sans traitement, on a toujours le risque de complications. On peut avoir du phlegmon périamygdalien. C'est une complication inflammatoire, des suppurations cervicales, une cellulite cervicale, un syndrome post-streptococcique qui est le rhumatisme articulaire aigu, comme on va voir dans les complications systémiques. Donc, c'est l'angine streptococcique. Elle peut être, je répète, érythémateuse ou bien érythémato-pulsacée. Gardez ces deux notions-là. Ce sont des diagnostics différentiels avec la diphtérie. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Et l'enduit blanchâtre là, c'est pas de l'enduit de Bretonneau qu'on a parlé déjà dans la diphtérie. Là, l'enduit, il est facile à décoller. Gardez bien ces critères-là. Vous devez les noter. Et bien sûr, les complications, on avait dit au premier plan, qui sont très fréquentes dans l'infection à streptocoque. Ça, c'est de l'angine qui est rouge. Rouge, c'est érythémato. Érythème veut dire rouge. Maintenant, toujours dans angine streptococcique, c'est le diagnostic. Comment va nous faire, ou bien comment faisons-nous le diagnostic de l'angine streptococcique? C'est facile. C'est le prélèvement de gorge et la mise en évidence des streptocoques. C'est la même procédure comme la diphtérie. On peut avoir un test de diagnostic qui est rapide et c'est un test antigène de détection rapide d'une angine à streptocoque du groupe A. Donc le diagnostic, il est le plus facile possible. C'est le prélèvement de gorge et la détection du streptocoque. Donc là, on est dans la notion du diagnostic différentiel. Donc l'angine érythémateuse, ça se peut, ce qui est le cas là d'une infection virale. Donc il faut éliminer les infections virales avant d'entamer l'antibiothérapie. Donc une angine pseudomembraneuse, on avait le diagnostic différentiel de la diphtérie et la mononucléose infectieuse. Ça, c'est très facile. La mononucléose infectieuse, comme on avait précédemment, elle est détectée à la formule sanguine. Et la diphtérie, les produits ou bien les membranes sont adhérentes à la paroi, qui est le contraire là. Donc, vous allez facilement faire la différentielle lorsque vous maîtrisez la clinique. Je répète, la clinique est très importante dans le module d'infectiologie. L'angine peut être ulcérée. Là, on est en train de parler des hémopathies. C'est l'angine de Vincent. Ou bien peut-être une angine vésiculaire dans une infection virale. Donc, ce qu'il faut retenir, il faut faire le diagnostic différentiel entre une angine streptococcique et une angine virale, la diphtérie et la mononucléose infectieuse. Si vous avez déjà vu le cours de la diphtérie et les herpès, vous allez faire le diagnostic différentiel facilement. Le traitement, bien sûr, il est posé sur l'antibiothérapie. Donc, le strepto, il est sensible à la pénicilline G et l'amoxicilline, heureusement. Mais gardez-vous en tête, en Algérie, toute angine érythémateuse ou érythémato-pulsacée, elle est considérée comme streptococcique et doit être traitée comme telle. Pourquoi? On risque pas d'attendre les complications, les rhumatismes articulaires aigus et les complications généralisées. Donc, on va entamer le traitement dès qu'on suspecte le diagnostic d'une angine streptococcique. On risque pas d'attendre les complications. Comme je vous ai dit, le strepto est sensible à la pénicilline G, l'amoxicilline. Donc, en première intention, on peut utiliser l'extensiline, c'est la benzathnipénicilline. En injection intramusculaire, on peut utiliser de la pénicilline G, la pénicilline V
Et en deuxième intention, c'est la pénicilline A, c'est de l'amoxicilline. En cas d'allergie au bêta-lactamine, bien sûr, toujours ça se répète. On peut utiliser des alternatives, ce sont les macrolides, c'est l'érythromycine qui est le plus souvent utilisé. Une durée de traitement est de 10 jours, c'est presque la durée habituelle pendant un traitement antibactérien ou bien d'une antibiothérapie. Donc, c'était là l'angine streptococcique. C'est facile à diagnostiquer, facile à traiter, mais les complications sont graves si elle n'est pas prise en charge rapidement. Donc, c'était la première infection, ou bien la première streptococcie. C'était la streptococcie muqueuse qui touche les muqueuses seules. C'est l'angine streptococcique. J'espère que vous avez gardé ces notions clés là en tête. Ce sont des questions fréquentes d'examen. Deuxièmement, on va voir la streptococcie cutanéo-muqueuse. Là, comme le nom indique, le strepto va toucher deux territoires, c'est cutanéo et muqueuse. C'est la fameuse scarlatine là. Vous voyez, c'est cutanéo et muqueux. Ah, c'est pas de l'angine. Là, c'est la scarlatine. C'est cutanéo plus muqueuse. Donc, quelle est la scarlatine? C'est une angine streptococcique, mais qui est accompagnée avec d'éruptions cutanées et fébriles. C'est une oxy-infection aiguë et cette fois-là, elle est contagieuse, due bien sûr au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. Elle touche tous les âges, surtout l'âge scolaire. Là, on avait la notion de contamination rapide et le manque d'hygiène chez les enfants. La transmission toujours directe par la voie aérienne à partir d'un patient ou bien un porteur sain. Là, on voit le rôle des porteurs sains dans la dissémination des maladies. Donc, ils sont à traiter. La clinique est facile. Une incubation qui est silencieuse de 3 à 5 jours. Après ça, c'est l'invasion. Toujours, c'est le début brutal. La fièvre qui est élevée 39 à 40 degrés. Les frissons, la tachycardie, les vomissements, la dysphagie et les douleurs abdominales. Donc, c'est les mêmes manifestations, mais l'examen clinique va retrouver une langue qui est saburale. Notez ça bien. Ces trois critères-là sont des questions fréquentes. La langue, elle est saburale. Les angines, ils sont érythémateuses. Et on a les adénopathies sous-angulo-maxillaires qui sont sensibles. Donc, dans la phase d'invasion, la langue va devenir saburale. L'angine, elle est érythémateuse. Et les adénopathies qui sont sous-angulo-maxillaires et sensibles. Donc, c'était les trois critères de l'invasion. Maintenant, la phase d'état, c'est la phase où la scarlatine, elle se manifeste. Donc, elle s'installe en moins de 48 heures. Elle associe quoi? Donc, on avait dit cutané au muqueux. Donc, cutané, c'est un énanthème. Plutôt, cutané, c'est un exanthème. Et muqueux, c'est un énanthème. Donc, c'est les deux, c'est l'exanthème et de l'énanthème qui sont présents dans la scarlatine. Je répète, la scarlatine contient de l'exanthème plus de l'énanthème. Au contraire de l'angine streptococcique. Il ne faut pas mélanger contre les affections ou bien les manifestations cliniques. Là, c'est une streptococcie qui est cutanéo-muqueuse. C'est de l'exanthème plus l'énanthème. Maintenant, on va faire la description de ces deux manifestations-là. L'exanthème scarlatiniforme, il est sans intervalle de peau saine. Donc, c'est le diagnostic différentiel avec plusieurs éruptions cutanées. Notez bien que dans la scarlatine, il n'existe pas un intervalle de peau saine et sensation de granité avec une peau rugueuse. Ça, c'est en premier plan. Il n'existe pas un intervalle de peau saine. Elle débute au thorax, puis les racines des cuisses, l'abdomen et le tronc. Et elle respecte les régions péribuccales et palmoplantaires. C'est à différencier avec la varicelle. Donc la varicelle, si on répète, elle ne respecte ni le cuir chevelu, ni les régions palmoplantaires. Donc vous devez faire attention à ces critères
bien ces descriptions-là, ça, ce sont des questions fréquentes d'examen. Vous devez retenir la clinique, la description des lésions par cœur pour ne pas mélanger ou bien pour ne pas confondre entre les infections différentes. Donc, ce qui est le plus important dans l'infectiologie, c'est de savoir le tableau clinique, savoir les caractéristiques, la description des lésions de chaque agent pathogène afin de ne pas confondre entre les diagnostics. On peut avoir le signe de Filatov, c'est une pâleur des régions péribuccales et mentonnières. On peut avoir aussi l'aspect soufflé de Trousseau, c'est l'éruption du visage discrète avec des pommettes rouges, mais ils vont régresser aux 6 à 8 jours. Donc, c'était l'exanthème scarlatine. Vous devez retenir la description clinique de l'exanthème scarlatiniforme pour faire le diagnostic différentiel entre ce dernier et les autres éruptions cutanées. Maintenant, l'énanthème, c'est facile. C'est l'angine érythémateuse ou érythémato-pultacée. La langue, elle a l'aspect d'abord sabural, puis elle va se desquame vers la périphérique. Il va réaliser, ça c'est à retenir, c'est pathognomonique à la streptococci ou bien à la scarlatine, c'est le V lingual. C'est quoi ce V lingual? C'est l'aspect framboisé vers le 6e jour de la langue. Donc, ce qui caractérise la scarlatine ou bien l'énanthème scarlatiniforme, c'est ce V lingual. Notez ça bien. Il est très fréquent comme question d'examen. Le V lingual et l'aspect framboisé vers le 6e jour. Ça, ce qui caractérise l'énanthème. Donc, vous devez retenir la description de l'énanthème et de l'exanthème scarlatiniforme pendant l'infection à strepto. Les signes généraux sont présents. C'est la fièvre élevée, la tachycardie, la soif et les douleurs abdominales. C'est le même tableau clinique, les signes généraux pendant l'infection à strepto. Sous traitement, l'évolution elle est favorable avec régression des signes à partir du 6e jour. Sans traitement, bien sûr, on a des complications articulaires et rénales. C'est le rhumatisme articulaire aigu. Le diagnostic positif, je répète, c'est essentiellement clinique. Si vous maîtrisez la clinique, vous allez spotter la scarlatine dès que vous voyez. Donc, si vous avez compris la description clinique de l'exanthème et l'énanthème, vous allez faire le diagnostic de la scarlatine dans un clin d'œil. Les diagnostics différentiels, c'est la rougeole, la rubéole, la MNI, les syndromes de Kawasaki et la toxidermie médicamenteuse. Comme je vous ai dit, tous ces critères-là ont des éruptions cutanées, mais ils sont à différencier avec la scarlatine qui n'a pas intervalle de Poisson avec les signes de Filatov, Trousseau et l'association avec l'énanthème. Ça, ce qui caractérise la scarlatine. Le traitement curatif, c'est de l'antibiothérapie. C'est la pénicilline V, la pénicilline G, si ou bien si allergie à ces deux molécules qui sont des bêta-lactamines, on peut utiliser des macrolides, ce sont les érythromycines. La durée de traitement, c'est à 10 jours, donc comme l'infection streptococcique. L'éviction scolaire pendant 10 jours, la surveillance de la fonction cardiaque et rénale, bien sûr. Le traitement préventif, là, la déclaration, elle est obligatoire de la scarlatine. Notez bien, la scarlatine, c'est à déclaration obligatoire et la prévention des sujets contacts avec les macrolides ou bien de la pénicilline V pendant 7 jours. La troisième streptococcie qui est cutanée pure, là, c'est de l'impétigo qui est réalisé là. C'est les éruptions cutanées et l'intertrigo, c'est entre les doigts comme si indiqué là, c'est facile. Donc, commençons par l'impétigo. C'est une streptococcie cutanée due à streptocoque hémolytique du groupe A. Elle atteint les parties découvertes.
c'est le visage et les membres, comme on voit dans les deux illustrations là. Elle réalise un tableau de pyodermite. Notez ce signe-là, bien ce terme-là, c'est une pyodermite. Donc la lésion, elle est vésiculeuse, elle va se transformer en pustule. Il y a du pus. C'est une affection ou bien un tableau de pyodermite. Notez ça bien, il existe depuis. Ce sont des vésicules qui vont se transformer en pustules. Ils vont se rompre et se recouvrir d'une croûte qui va tomber, laissant des cicatrices. Ça ressemble un peu à la varicelle, mais cela c'est une pyodermite. C'est le terme qui caractérise l'affection cutanée ou bien la streptococcique cutanée. Donc, ils vont être dyschromiques et persistants quelques semaines. Ils vont provoquer du prurite. Ils sont prurigineuses. Donc, c'est à différencier avec la varicelle. Les complications là sont rénales, c'est la glomérulonéphrite aiguë, possible sans traitement. Le traitement toujours repose sur les bêta-lactamines, la pénicilline G, la pénicilline A ou bien l'amoxicilline. Et en cas d'allergie, toujours là, on peut utiliser les macrolides, c'est de l'érythromycine qu'on peut utiliser. Le traitement, c'est facile. Le diagnostic, c'est facile lorsque on maîtrise la clinique. En deuxième lieu, c'est l'intertrigo. C'est facile. C'est une dermite inflammatoire des plis cutanés par contact permanent entre deux surfaces. Donc le fond de ces plis, il est rouge, il est sec et les deux berges du pli sont le siège d'une fine lamelle de desquamation. Le traitement, c'est juste antiseptique, c'est l'antisepsie de ces espaces interdigitaux. Donc, impétigo, c'est cutané, l'intertrigo, c'est les plis cutanés qui sont affectés là. C'est très facile à diagnostiquer et à traiter. C'était la streptococcie cutanée. Dernièrement, on va voir le choc toxique streptococcique. C'est la complication la plus redoutable et la plus grave. Elle est causée par une porte d'entrée qui a un traumatisme local ou bien une infection locale qui est mineure mais non traitée. Le tableau clinique là, il est sévère. Il associe des signes locaux, un érythème, puis les vésicules et des signes généraux là, c'est la fièvre, la prostration, puis, ça c'est grave, c'est l'état de défaillance multiviscérale. Donc le choc toxique streptococcique va mener à un état de défaillance multiviscérale qui est très grave. Et là, vous devez retenir le tableau clinique du choc toxique streptococcique. Là, le diagnostic est retenu devant. Vous devez noter ces deux notions-là. Une hypotension artérielle qui témoigne à un état de choc, plus au moins deux de ces conditions suivantes. Ça, c'est à retenir par cœur. Ça, c'est à retenir par cœur. On a de l'hypotension, plus au moins deux de ces critères-là. C'est la défaillance rénale, un taux de plaquettes qui est effondré, qui est inférieur à 100 000 éléments par millimètre, ou bien une coagulation intraveineuse disséminée, c'est la CIVD, l'atteinte hépatique, le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, un exanthème diffus sans intervalle de pause saine, l'échymose qui sont rapidement extensives et la nécrose du tissu mou. Si vous avez une hypotension plus au moins deux de ces critères-là, là vous êtes devant un état de choc toxique streptococcique qui est très grave avec des séquelles néfastes. Là, les hémocultures, elles sont souvent positives. Pourquoi? C'est le strepto qui est dans le sang, c'est le choc streptococcique. Concernant le traitement, là, c'est un état de choc. Donc, notez bien, c'est la bithérapie. On utilise deux antibiotiques. C'est pas un seul. Lorsqu'on est dans un état de choc streptococcique, on utilise deux et pas un antibiotique pour garantir la guérison et éviter les séquelles. Donc, c'est la bithérapie et on a le choix entre ces trois modalités-là. On peut utiliser des bêta-lactamines
qui sont représentés par l'ampicilline et l'amoxicilline. Les glycopeptides, ce sont des antibiotiques du dernier recours contre les cocci à gram positifs. Là, c'est la vancomycine. Et les aminosides, représentés par la gentamicine et la micacine. Je répète, là, on est en train d'utiliser de la bithérapie afin de garantir la guérison et éviter les séquelles néfastes qui sont le rhumatisme articulaire aigu et la glomérulonéphrite. Ça, ce sont des séquelles qu'on ne peut pas avoir. Donc, c'était le cours de la streptococcie ou bien l'infection à streptocoque avec ses 4 manifestations cutanées, cutanéo-muqueuses, muqueuse qui est l'angine streptococcique et en dernier lieu, l'état de choc streptococcique. J'espère la vidéo était claire et bénéfique. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les prochains cours. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Merci pour votre attention et bon courage.